Bonjour à tous. Donc, le CFF est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième table ronde consacrée aux fragilités humaines environnementales, agir face aux fragilités humaines et environnementales. Nous avons eu ce matin, ici à la Fondation Bouloutian à Lyon, une première table ronde qui visait à regarder ces deux aspects au regard d'une approche territoriale, avec le père De Wert, fondateur d'Habitat Humanisme, avec Elisabeth Hérault, présidente de la Compagnie nationale du Rhône, qui est la seule société anonyme d'intérêt général en France. C'est intéressant, question d'environnement. Et puis Bruno Lina, le professeur Bruno Lina, virologue, qui gère notamment en France Centre national de référence des fièvres, infections respiratoires. Donc une table ronde très animée ce matin, à l'échelle d'un territoire, mais bien sûr, nous sommes allés au-delà, sur le court terme, sur le moyen terme, que je ne vais pas redévelopper, elle a été enregistrée. Et je suis là pour vous présenter très rapidement. C'est donc Myrène Bengoa, directrice de la Fondation Chanel, qui va animer cette table ronde avec vous. Mais je voulais saluer Isabelle Autissier, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, présidente du WWF, de l'OCDE, directrice du cabinet, du secrétaire général de l'OCDE. Également Jean-Christophe Ruffin, docteur Jean-Christophe Ruffin, médecin, académicien, grand aventurier, diplomate également. Et Justin Wess, qui dirige le Paris Peace Forum, ce forum pour la paix, qui se déroulera en novembre et dont il nous parlera. Vous êtes tous avec nous pour cette deuxième table ronde. Merci d'être là. Et Myrène, à toi de jouer, d'animer cette table ronde. Merci. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend correctement. Nous sommes absolument enchantés. Merci Benoît pour cette opportunité de rassembler des panélistes de haut rang qui nous amènent des éclairages qui vont certainement intéresser tous nos collaborateurs, tous nos adhérents et également les fondations qui nous rejoignent qui ne sont pas forcément adhérentes du CFF aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'aborder la question de l'après, bien que pour certains d'entre nous, on ait encore l'impression d'être dans cette crise du Covid. Pour autant, nous sommes ravis de savoir quelles sont les projections que l'on pourrait faire, notamment pour être à l'avant-garde de la réponse immédiate en termes d'action sociale, des réponses environnementales également, et savoir comment interagir dans un environnement multilatéral qui se confronte à un certain nombre de complexités additionnelles. Je vais avoir le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 panélistes. La première qui interviendra, c'est donc Isabelle Autissier, présidente du WWF France, à qui je donnerai tout de suite après la parole pour qu'elle se présente rapidement. Nous écouterons ensuite Gabriela Ramos, qui est aujourd'hui directrice de cabinet du secrétaire général de l'OCDE et qui, nous le savons, passera dans très peu de temps à l'UNESCO et aura peut-être encore une influence différente dans cette nouvelle organisation. Nous accueillerons ensuite Jean-Christophe Ruffin, qui est écrivain, académicien, médecin, humanitaire et qui, de par ses multiples casquettes, pourra éclairer également cette situation de crise. Et enfin, Justin Weiss, qui est aujourd'hui le directeur général du Forum pour la paix, de Paris pour la paix, qui est également un rassemblement international de leaders et de décideurs émanant de la société civile et des gouvernements. Je voudrais tout de suite passer la parole dans l'ordre que j'ai cité à mes panélistes, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes donner en 2 minutes, même pas, leur première petite présentation sur la raison pour laquelle ils sont là. Je passe tout de suite la parole à Isabelle. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce forum. Donc effectivement, moi je suis un peu comme Jean-Christophe Ruffin, j'ai différentes casquettes. Je suis d'abord ingénieur agronome et halieute, je travaille pour la pêche, mais je suis aussi marin, c'est un peu pour ça que je me suis fait connaître. Et puis président du WWF France depuis une dizaine d'années, et puis petite écrivaine à ma façon à moi. Je crois que ce qui est intéressant dans toute cette thématique de la fragilité, et on va y revenir, c'est évidemment la façon dont elle a été mise en lumière depuis quelques mois, alors que on a toujours pensé, depuis en tout cas dans les dernières années, que tout ceci ne pouvait pas nous arriver, que nous étions très forts, très malins et très organisés pour échapper en quelque sorte à notre nature.
et qu'on voit bien que creuser le déficit de nature, abîmer les fondamentaux de la planète, c'est la première des choses qui nous font vivre. Donc, c'est évidemment, si on ne respire pas, ou si on respire mal, si on est malade, si le climat se dérègle, si la vie autour de nous se décompose, eh bien, ce sont nos sociétés qui en sont les premières, d'un côté peut-être responsables, mais surtout qui en souffrent les premières. Et donc, c'est un peu ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Donc, le débat monde d'avant, monde d'après, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'aborder, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut espérer que s'être vraiment à un niveau mondial avec cette force-là, trouver en face de ces questions, ça va quand même nous amener à peut-être changer de chemin et changer de voie de développement, même si c'est un chemin assez long, mais en tout cas, que ça va nous amener, on va dire, sur cette réflexion. Voilà, je vais m'en tenir là pour l'instant. Merci Isabelle, merci beaucoup. Nous voulons voir tout le monde, hein, c'est l'avantage de cette présentation par webinaire. Gabriela Ramos, pouvez-vous également vous faire l'honneur d'une petite introduction? Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous accompagner avec mes amis dans le panel. Vous m'avez présenté déjà, Mireille, je suis la directrice de cabinet, mais dans 2 semaines, je serai la directrice générale adjointe pour les sciences sociales à l'UNESCO. À l'OCDE, j'ai avancé l'initiative de la croissance inclusive. Et je pense que ça, c'est une question très importante si on va vraiment essayer de reconstruire mieux après les Covid, parce que à l'OCDE, on a bien sûr fait beaucoup d'analyses sur l'impact sans précédent dans nos économies de toutes les mesures de confinement, mais aussi l'occasion pour rappeler que le système de santé n'était pas vraiment bien préparé, et déjà la question de la fragilité qui a été soulevée, c'était en première sur la question de la santé et de la couverture santé, la capacité. Mais après, l'impact dans les divers groupes sociaux, que c'est ça que j'ai mis l'accent. L'accent sur la question des femmes, qui ont vraiment un impact plus haut. L'impact sur les jeunes. Et il faut réagir, surtout pour éviter d'avoir une autre génération perdue, comme on l'a eu en 2008. L'impact sur les enfants, mais l'impact sur les plus vulnérables, sur toutes les communautés qui n'étaient pas vraiment bien préparées à gérer un impact qui est majeur. Et donc, l'appel de mettre l'accent sur les politiques qui visent vraiment à les soutenir et avoir une reconstruction qui prend la question de l'inclusivité et la soutenabilité en premier plan. Eh bien, on se réjouit de vous écouter. Jean-Christophe Ruffin, je vous écoute également pour donner votre biographie rapidement. Alors, moi, comme vous l'avez rappelé, je suis médecin de formation. J'ai commencé à travailler en médecine dans les hôpitaux parisiens, mais très rapidement, je me suis intéressé à la dimension humanitaire parce que j'ai fait partie de cette génération qui a accompagné et même contribué à la création des organisations de type Médecins sans frontières et autres. J'en ai dirigé plusieurs. Alors, la particularité, puis après ça m'a conduit à d'autres expériences internationales, notamment diplomatiques, puisque j'ai été ambassadeur de France au Sénégal. Moi, ce qui me frappe et ce sur quoi je voudrais peut-être développer un peu, ce que je voudrais développer un petit peu, c'est au fond la singularité de ce moment que nous vivons, parce que ça a été souligné par Isabelle Autissier, on avait fini par croire pendant ces 50 dernières années que finalement l'histoire ne nous concernait plus, que au fond la guerre, les famines, les épidémies, tout ça c'était terminé pour un certain nombre de pays, notamment les pays d'Europe, que ça ne nous touchait pas. Et finalement, ces conflits, ces maladies, ces épidémies, etc., nous allions les trouver ailleurs, nous allions les trouver loin,
Alors, c'est comme ça que l'humanitaire européen s'est construit d'ailleurs, c'est-à-dire c'était une façon, au fond, de manifester une sorte de présence, mais loin. Voilà, les camps de réfugiés, ils étaient loin, les famines, elles étaient loin, etc., etc. Et puis, depuis quelques années, et avec évidemment cette affaire de pandémie, ça a atteint son sommet. Depuis notamment les grands attentats terroristes qui ont eu lieu un peu plus tôt aux États-Unis, mais qui ont touché aussi l'Europe avec Charlie, etc., le Bataclan, nous avons vu que la guerre, c'était aussi ici. Voilà, que désormais, il n'y avait pas un dedans et un dehors et que finalement, tous nous étions concernés. Que les réfugiés, c'est pas seulement loin, c'est vous promenez à Paris, sous le métro Stalingrad, vous avez des tentes, vous avez un camp de réfugiés, d'une certaine façon, avec les migrants. Et là, on a un des derniers cavaliers de l'Apocalypse avec les épidémies, et tout à coup, alors que l'histoire du SRAS, tout ça avait été des fausses alertes qui nous avaient confortés dans l'idée que ça n'était pas pour nous, eh bien, cette fois-ci, nous savons que nous sommes concernés aussi. Eh bien, beau programme. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je passe encore la parole à Justin Vaïs, qui aussi pourra se présenter brièvement avant que nous entamions le panel. Merci, Myrène. Moi, en 2 mots, ma carrière, contrairement à celle de Jean-Christophe Ruffin, est une sorte de longue déchéance, puisque j'ai commencé de façon assez prestigieuse, comme à l'université. Ça, c'était bien. Ensuite, j'ai descendu d'un grade, j'ai travaillé en think tank, comme on dit, en centre de recherche à Washington, à la Brookings. Ensuite, j'ai travaillé dans l'administration française, puisque j'ai dirigé le centre d'analyse de stratégie pendant 6 années. Puis maintenant, je suis en sous-team, je travaille dans l'événementiel, puisque j'ai fondé et je dirige à présent le Forum de Paris sur la paix, qui est un événement annuel qui a commencé en novembre 2018, suite au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et qui vise à rassembler une fois par an tous les acteurs de l'international et à défendre en fait et consolider et régénérer en quelque sorte le multilatéralisme. Pas simplement entre États, pas simplement entre gouvernements, mais également en y ajoutant tous les autres acteurs, à commencer par les fondations et fonds, mais aussi évidemment les ONG, les entreprises, les experts et les universités et d'autres. Tout ça autour de projets concrets. On en est donc à la 3e édition pour cette année, pour novembre prochain, qui va être consacrée évidemment aux suites du Covid-19, avec un certain nombre de priorités autour du développement, autour de la gouvernance de la santé, évidemment, la gouvernance globale de la santé, et autour du numérique. J'ajoute que cette association que je dirige est présidée par Pascal Lamy, et que Gabriela Ramos nous fait le plaisir de siéger au Conseil d'orientation du Forum de Paris sur la paix, voilà, et j'expliquerai tout à l'heure comment on travaille assez concrètement sur certaines des fragilités qui ont été mentionnées, puisque certains de ces domaines-là, en particulier la santé, la biodiversité et le climat, le numérique, se prêtent particulièrement bien à une action multi-acteurs, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que les gouvernements n'y suffisent pas. Ça n'est pas simplement un face-à-face entre l'État et la société par le biais de la régulation. C'est aussi une société vivante avec une épaisseur et une société internationale dans laquelle il faut introduire plus de coordination. Voilà. Merci infiniment donc à tous nos panélistes déjà de se rendre disponibles pour nous aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Nous sommes plus de 100 en fait cet après-midi. Et c'est exceptionnel parce que nous savons qu'après 3 mois ou plus de virtualité, on peut parfois se lasser. Mais nous espérons donc vous tenir en haleine pendant l'heure qui vient autour de ces sujets. Tout de suite, sans hésiter, Isabelle, quels seraient pour vous les révélateurs de cette crise? Comment est-ce que nous pouvons réinventer le monde autrement dans votre point de vue? Nous vous écoutons. Vaste sujet. D'abord, je crois je pense qu'il faut faire un travail de scientifique. C'est pas des opinions ou qu'il faut mettre en œuvre. C'est de comprendre ce qui nous arrive pour
de voir si on est en capacité que ça n'arrive plus ou que ça arrive moins. Je pense qu'au fond, ce qui nous arrive, pour moi, ça résulte d'un espèce de malentendu sur ce qu'on appelle le fameux développement durable ou non durable. Déjà, si on se situe si on dit aujourd'hui qu'on est dans un développement qui n'est pas durable, comme son nom l'indique, ça ne dure pas. Et donc, ça a une fin. Et la fin, elle se manifeste comment? Elle se manifeste éventuellement avec un certain nombre de crises. Et puis, on a toujours je ne sais pas si vous vous souvenez, le schéma qui, depuis 20 ou 30 ans, circule sur ce que c'est que le développement durable, une espèce d'intersection de l'ensemble environnemental avec l'ensemble social et l'ensemble économique. Et je crois que cette vision-là, elle nous a beaucoup faussé le raisonnement et l'esprit, parce qu'au fond, c'est complètement faux. Il n'y a pas d'économique et de social sans les fondamentaux de la planète. D'abord, il y a une planète. Et il y a une planète qui est vivable grâce à un certain nombre de fondamentaux qui sont un climat à peu près stable, de l'oxygène, de l'eau, voilà, un certain nombre de paramètres. Ça, c'est des paramètres qui peuvent évoluer, mais qui ont eu, pour nous les hommes, la chance d'être quasiment stables au cours des dizaines ou centaines d'années, milliers d'années. À l'intérieur de ça, il y a la vie. Et il y a la diversité de la vie, et comme toutes les diversités, plus c'est divers, plus c'est stable. Plus les écosystèmes sont variés, plus ils sont résilients, et plus ils peuvent porter d'individus et d'espèces. Et puis à l'intérieur de ça, il y a une espèce particulière qui est Homo sapiens, et qui va développer des économies, des sociologies, des croyances, et tout ce qui fait normalement le bonheur de l'être humain. Mais je crois que le problème, c'est qu'en développant une certaine manière en tout cas de développement, une certaine manière d'économie, une certaine manière aussi de répartition inégale des fruits de la croissance, on est finalement en train de saper depuis quelques dizaines d'années ces fameux fondamentaux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, parce que comme toujours, vous savez, la nature, elle réagit par crise. C'est-à-dire que vous prenez le blanc d'œuf, vous le chauffez, au début il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, il va prendre et il va devenir cuit, et là vous ne reviendrez pas avant. L'eau, quand vous la refroidissez, elle est de plus en plus froide, puis tout d'un coup elle devient de la glace, et là ça change d'état. Et au fond, la nature, elle travaille comme ça. Et on commence à voir un certain nombre de ces changements d'état. On a vu se dégrader la nature. Nous, au WWF, par exemple, on mesure les espèces de vertébrés sauvages, et on mesure depuis 40 ans que nous en avons perdu 60% en nombre. C'est colossal. Sur la planète, on a perdu 60% des vertébrés sauvages. Donc, on voit que ça diminue, et puis un jour, ça se traduit par des crises, parce qu'on voit les espèces qui disparaissent totalement, et là, qu'on ne pourra pas aller rechercher. Et puis, on voit les écosystèmes qui commencent à ne plus rendre du tout les services qu'on en attend. Et puis là, ça commence à toucher les communautés humaines. Et au fond, cette crise-là, c'est exactement l'illustration de ce phénomène. Pour ce qu'on en sait aujourd'hui, on peut quand même s'appuyer sur ce qu'on a vu avec d'autres pandémies. Je parle sous le contrôle de Jean-Christophe Ruffin, dont les dernières pandémies ont très souvent été des questions finalement d'atteinte à la nature, et du fait qu'on a rapproché les communautés humaines de communautés d'animaux sauvages qui se fréquentaient peu, qui se sont mis à se fréquenter par la déforestation, par l'assèchement des zones humides, par l'invasion des sites naturels, et que du coup, on a eu évidemment des passages de bactéries et de microbes. Donc c'est une des crises qui nous menace. Il y en a peut-être d'autres, malheureusement. Et au fond, cette question-là, c'est comment est-ce qu'on est capable d'analyser vraiment ce qui nous est arrivé, et comment est-ce qu'on est capable de faire évoluer ce système-là pour arrêter de tirer contre notre camp, en quelque sorte, et pour, par exemple, utiliser les milliards et les centaines de milliards qui sont mis sur la table aujourd'hui pour soutenir l'économie, et il le faut. Comment est-ce que ça peut aussi nous permettre d'amorcer des transitions et de faire en sorte que, au niveau des citoyens, au niveau des entreprises, des collectivités, on puisse continuer à avoir un développement, mais qui, pour le coup, soit vraiment durable. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, qui puisse se reproduire d'une génération à l'autre. Or, la façon dont nous vivons aujourd'hui n'est pas reproductible d'une génération à l'autre. Si la planète entière se met à vivre comme nous, ce n'est pas vivable, ni maintenant, ni dans l'avenir. Donc, on est bien en face de la question de se dire comment est-ce que collectivement on fait évoluer ces modèles économiques, comment est-ce qu'on fait évoluer
cette idée de ce qu'est une bonne vie. Hein, voilà, est-ce que la bonne vie, c'est d'avoir une voiture plus grosse que le voisin, pour caricaturer un peu, ou est-ce que la bonne vie, c'est d'avoir du temps pour pouvoir passer avec ses enfants? Enfin, voilà, derrière cette question économique, il y a des questions de modèle de ce qu'on veut partager ensemble et de la façon dont on veut se donner collectivement un espace de vie et de construction de vie. Donc, je crois que pour moi, c'est une crise qui est évidemment terrible dans ses conséquences d'aujourd'hui, et on n'a pas fini de les voir. Mais c'est peut-être en même temps un moment où il peut y avoir une forme de sursaut. On entend toujours que l'homme n'est jamais si bon que quand il est dans l'adversité. Ben voilà, c'est peut-être un moment de le prouver. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup Isabelle pour ces propos inspirants. Je pense que si nous pouvions faire réagir la salle, il y aurait des questions immédiatement. Nous allons, je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous allons prendre vos questions au fur et à mesure via le chat et nous aurons une vingtaine de minutes de questions-réponses à la fin des interventions. Donc n'hésitez pas à écrire directement au fil de l'eau, nous les recueillons. Je passe donc immédiatement la parole à Gabriela Ramos pour qu'elle puisse donner également son point de vue sur les questions que nous avions lancées. L'une qui vous est particulièrement chère, Gabriela, c'est bien celle de l'impact que cette crise peut avoir sur les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Merci Mireille. Il y a vraiment beaucoup de choses à relever sur ce sujet. Et surtout pour dire que Covid a vraiment exacerbé les conditions de vulnérabilité à lesquelles ils font face certains groupes de notre société. Même si on pense bien sûr sur la question de la soutenabilité, Isabelle, c'est vrai, il faut réagir, il faut vraiment utiliser la crise pour créer un monde nouvel. Mais pour moi, les plus frappantes, c'est de voir que les inégalités hommes-femmes qui sont présentes là, qui sont historiques au niveau des salariés, au niveau des représentations dans les groupes de décision. On regarde et bien sûr on dit que les femmes gèrent mieux la crise, que les leaders, que les pays qui sont représentés pour femmes ont géré mieux la crise. Mais ça, c'est une histoire intéressante, mais il ne faut pas cacher que par tout le monde, les femmes ont un poids plus lourd pour remonter les impacts de la crise. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus vulnérables au niveau financier. Ils n'ont pas les moyens pour soutenir une situation dans laquelle ils sont fermés, le travail, ils sont fermés l'activité économique. Deuxièmement, ils sont représentés dans le secteur santé. Ils sont 70% des travailleurs de la santé. Et donc, je dirais, ils sont l'armée qui ont vraiment fait la guerre contre le virus. Mais ils sont dans les travails les plus moins rémunérés, dans les hôpitaux, dans le système de santé. Ils sont les moins protégés. Et troisièmement, pour la définition du propre rôle des femmes dans notre société moderne, nous sommes en charge des enfants et nous sommes en charge aussi des anciens, de la population qui vieillit. Et ils n'ont pas aucun soutien pour gérer les exigences de la crise et continuer à délivrer leur travail en tant qu'on est confiné, qu'on est à la maison, qu'on doit être en charge des enfants, qu'on doit aussi prendre soin de toute la famille qui ont besoin. Deuxièmement, les pays ont fait, les gouvernements ont fait un effort énorme, on le voit. Et le virus a créé cette situation de confinement, c'était nécessaire. Mais il a frappé l'économie, il a fermé des secteurs très importants dont la femme a un rôle clé. Le tourisme, la restauration, les activités culturelles, tout ce type de secteurs qui ont vraiment une participation féminine très, très importante.
Et donc, je ne vois pas qu'il y a des décisions qui prennent cet angle de genre pour définir un soutien plus ciblé à ceux qui sont touchés. Et je veux dire d'ailleurs que tous les moyens qui sont mis à disposition de l'économie pour soutenir l'activité pendant qu'on faisait la guerre contre la crise n'a pas eu un angle pour les femmes. Je veux dire, il y a toute cette subvention, il y a tous ces déplacements de paiement des impôts, il y a tous les paquets financiers que le gouvernement ont vraiment développés, mais il n'y a pas aucun élément qui nous relève, qui sont pensés comme est-ce qu'on peut vraiment cibler la situation des femmes. Si on dit, OK, il y a un paquet pour soutenir les petites et moyennes entreprises, nous savons que les petites et moyennes entreprises de femmes sont différentes. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir cette, je veux dire, avoir les moyens pour vraiment cibler les besoins des femmes. Et il y a l'autre question que c'est la pire histoire qu'on a écoutée, qu'on a entendue, que c'est la violence contre les femmes. Et c'est ça, je remercie les fondations, plusieurs des fondations, et Chanel qui était vraiment présent sur la question de notre travail, qui essaye de fournir toute l'information, toute les connaissances de cette maladie, on l'appelle aussi la pandémie, de la violence conjugale contre les femmes. Et ça a été une préoccupation, c'était une des dernières conférences que l'OCDE a organisées, avec beaucoup de fondations, et je les remercie. Mais si on regarde qu'est-ce qui nous arrive avec les mesures de confinement, la violence contre la femme a augmenté en 30% en France, a augmenté en 50% dans l'Amérique latine. Et, je veux dire, ce sont les données qu'on a de ceux qui viennent porter plainte. Il y a beaucoup d'autres histoires qu'on ne connaît pas. Et donc, cet appel qui était avant la crise, d'avoir des systèmes judiciaires, d'avoir des services, d'avoir l'accompagnement psychologique, d'avoir l'éducation pour les hommes, pour s'arrêter à être violents. Et donc, il faut vraiment, si on va relancer une nouvelle forme de société, c'est très important au moins d'assurer que ce droit de vivre sans la violence soit respecté. Mais il y a tout un agenda qu'il faut réagir et qu'il faut vraiment se focaliser pour ne pas vraiment laisser par compte tous ceux qui souffrent le plus dans cette situation. Vous savez forcément que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et merci de le pointer dans le cadre de cette analyse beaucoup plus générale, qui est que quand il s'agit d'apporter des réponses à la crise, spécifiquement d'adresser les besoins des populations les plus vulnérables, quelles qu'elles soient, et dans la meilleure définition possible en se basant sur des évidences, sur des données, sur des faits, ça répond quand même à des politiques publiques plus efficaces. C'est certainement le constat que vous remontez. Mais si on prend un regard encore un petit peu plus large, vous avez aussi beaucoup travaillé sur la résilience des systèmes face à la crise, du point de vue institutionnel, gouvernemental, mais aussi interinstitutionnel. À quoi sert la philanthropie dans tout ça? Comment pouvez-vous nous donner à nous une vraie feuille de route? Mais je pense que la philanthropie qui doit vraiment, les organisations philanthropiques ont tout le temps ce besoin de faire une définition vraiment concrète de haut impact, de où ils veulent cibler leur intervention. Et je pense que ça nous donne une analyse de la complexité de nos sociétés, d'avoir cette complémentarité à ce qu'ils font le gouvernement, ce qu'ils font les autres acteurs sociaux. Mais les organisations philanthropiques, je vois qui vous concentrez vraiment dans des endroits où il y aura une apportation plus importante de ce qu'ils font les autres acteurs sociaux.
Et donc, je crois que s'il y a une leçon importante de la crise, c'est qu'avec cette définition de coût-bénéfice, non, on prend toutes les décisions publiques avec les coûts-bénéfices, on prend toutes les décisions publiques sans savoir aucune marge de manœuvre. On dit, oh, OK, on fait un peu d'investissement ici, mais il faut être efficient, non? C'est l'objectif le plus important. Mais on ne pense pas à la résilience. Et je pense que la résilience, ça veut dire d'avoir les moyens pour confronter des situations inédites. Ça veut dire, on fait la comparaison, on dit, mais pourquoi l'Allemagne, ils ont un taux de mortalité plus bas que les autres pays européens? Parce qu'il avait les marges de manœuvre, parce qu'il avait double nombre de lits par 1000 habitants, parce qu'il avait double nombre de personnel de santé. Et donc, cette marge de manœuvre, ces réserves du système, c'est très important de les construire. Et je pense que les associations philanthropiques puissent le faire. Mais aussi parce que je pense on a l'OCDE des initiatives liées à les organisations philanthropiques. Ils nous ont dit dans une enquête qu'on a lancée, 68% des organisations nous disent qu'ils veulent travailler ensemble avec les gouvernements. Je pense que cette distribution des tâches est très, très importante, mais ils nous disent aussi qu'ils veulent travailler ensemble entre eux. Et donc, ça, c'est une manière d'augmenter l'impact de ce que chaque entre vous puisse porter. Et il y a une préoccupation, bien sûr, et nous vous soutenons dans ce domaine. Avec la montée du populisme, avec la montée du fondamentalisme de beaucoup de gouvernements qui ne sont vraiment pas fiers de prendre des décisions basées dans l'évidence, on a eu aussi cette pression pour réduire l'espace de la philanthropie, l'espace de la société civile. Et on a lancé une initiative avec la Fondation Ford et avec beaucoup d'entre vous pour essayer d'élaborer un cadre pour soutenir l'action de la société civile, pour soutenir l'espace de la philanthropie, parce que c'est difficile d'avancer si on a des législations qui sont vraiment contraignantes. Merci beaucoup pour ces éclairages. Il y aurait de nombreuses questions à suivre par rapport à ce que vous évoquez, notamment ce contraste entre le besoin de données pour évaluer le coût, les bénéfices d'une politique. Je crois que vous faites vraiment un pont en or pour Jean-Christophe Rufin, qui avait lui aussi des idées très très basées sur des réalités de terrain, afin de qualifier aujourd'hui les décisions qui ont été prises autour de cette crise et effectivement évaluer certaines de ces politiques qui ont été applicables. Est-ce que je peux vous passer la parole, Jean-Christophe? Mais bien sûr, on reviendra à vous, Gabriela, ainsi qu'à Isabelle pour étayer vos propos par la suite. Oui, merci. Moi, je voudrais partir de la notion de bilan. Il va falloir qu'on fasse le bilan de ce qui s'est passé. Alors, le bilan, ça ne veut pas dire d'aller chercher je ne sais quel lampiste qui aurait pas pris la bonne décision au bon moment. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est de savoir ce qui s'est passé et comment on l'évalue. Moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde se félicite, et félicite la population d'ailleurs, pour le confinement. C'est-à-dire qu'on dit ça a bien marché, les Français en particulier ont été très, très raisonnables, ils se sont pliés à ce qu'on leur demandait, etc. Mais alors, je pense qu'il faut, là il y a un danger très grand, ce serait de considérer que le confinement est une bonne solution. Le confinement, il a fallu le mettre en place parce qu'il n'y avait rien d'autre, parce que rien n'avait été préparé. Mais c'est un moyen médiéval, en fait. On faisait du confinement déjà contre la peste au Moyen-Âge. Ça n'est pas du tout un moyen moderne et surtout, c'est un moyen extrêmement préjudiciable. Alors, pour l'économie, on l'a dit tout à l'heure,
pour les violences faites aux femmes. Madame Ramos l'a signalé aussi. Mais il y a bien d'autres phénomènes qui sont apparus dans le sillage de ce confinement. Cette mise à l'arrêt totale de l'économie mondiale est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que même des pays qui n'ont pas été touchés, ou peu touchés, comme les pays africains, la plupart des pays africains ont été finalement peu touchés, tant mieux, par la crise sanitaire elle-même, mais en revanche, ils sont frappés de plein fouet par les conséquences économiques de cette mise à l'arrêt du monde. Donc, je crois que c'est mon premier point, c'est que je pense qu'il ne faut pas sortir de là en se disant, si ça doit se reproduire, eh ben, on sait ce qu'il faut faire, on mettra tout le monde chez soi et puis on aura la solution. Certainement pas, certainement pas. Donc il y a vraiment une urgence aujourd'hui à construire des outils pour ne plus jamais, non pas avoir affaire à des épidémies, parce qu'il y en aura maintenant, on le sait, c'est une réalité dans laquelle nous ne sommes pas à l'abri de ça du tout, donc il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer de telle sorte de ne pas avoir à utiliser d'armes aussi massives, aussi indiscriminées et aussi lourdes de conséquences qui non seulement ont des effets sanitaires, ça d'ailleurs il faudrait en faire là aussi le bilan, je ne suis pas certain que qu'on puisse attribuer au confinement tant de mérite que ça, même du point de vue sanitaire. Je pense qu'elle a fait baisser en effet le pic, la hauteur du pic. Mais si l'épidémie disparaît aujourd'hui, ce n'est pas du tout parce qu'il y a le confinement, c'est parce que le virus le veut bien. C'est parce que c'est une épidémie saisonnière, qui a un profil saisonnier et qui s'en va. Et surtout, ne pas sacraliser, j'allais dire, ce moyen. Ce qui permet d'ailleurs de juger, enfin c'est une incidente, mais ça permet de juger de certains acquis récents d'une autre manière. Par exemple, l'application très controversée, la Stop Covid, la petite application sur les smartphones, bon, il est évident qu'elle arrive trop tard. Bon, ça ne marche pas, les gens s'en foutent, c'est terminé, etc. Mais si on prend la perspective que je proposais, c'est-à-dire tous les moyens pour éviter dans une autre situation d'avoir à recourir au confinement, ce sont ces moyens-là quand même qu'il faut développer et qu'il faut développer très tôt, parce qu'on le voit là, quand on le fait en cours de route, c'est trop tard. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et vraiment, il faut travailler pour ces éléments de prévention, c'est très très important. Ces outils en sachant que les populations, même dans les pays européens, aux États-Unis, etc., peuvent être demain soumises au même risque, et donc qu'il faut préparer une réponse différente. Alors, toujours dans la lignée de ça, si vous me permettez encore un mot, là aussi, ce confinement, il est très paradoxal parce que à la fois c'est une méthode universelle qui a été utilisée pratiquement partout, ce qui est assez amusant d'ailleurs parce que finalement les pays développés et des pays beaucoup plus pauvres finalement ont eu recours à peu près aux mêmes moyens. Ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est vraiment l'arme degré zéro de la réponse, puisque c'est vraiment ce que tout le monde peut faire quand on n'a rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en adoptant une politique comme celle-là, qui sans doute, il n'y en avait pas d'autres, parce qu'encore une fois, on n'avait pas préparé les choses, ce qui est très intéressant, c'est que ça a creusé des inégalités, on l'a dit tout à l'heure, fortes, ça a attaqué les plus vulnérables, mais ça a aussi révélé une sorte de génie propre de chaque pays. C'est-à-dire que quand on regarde comment ce confinement a été appliqué dans tel ou tel pays, c'est à la fois la même chose et c'est différent. Il y a une sorte d'universalité de la méthode. Bon, on boucle tout le monde chez soi, bon, très bien, mais c'est pas fait pareil. Alors, aux États-Unis, par exemple, évidemment, c'est très incohérent puisque ça révèle toutes les inégalités politiques de ce pays avec le paradoxe d'un pays fédéral dans lequel, finalement, le pouvoir central dispose d'assez peu de moyens pour influencer des décisions de ce genre sur le terrain. En France, au contraire, alors là, c'était le triomphe du jacobinisme, c'est-à-dire que la Lozère a été traitée de la même manière que Mulhouse, épicentre de l'épidémie, alors même que les clusters, moi
passe la plupart de mon temps en Haute-Savoie, dans une région, même dans un village, où a été découvert le premier cas, en tout cas le premier cas connu, puisque maintenant il semblerait qu'il y en ait eu bien avant. Les premiers cas connus, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était fin janvier. Il y a eu des clusters dans cette région et ils ont complètement disparu. C'est-à-dire que pour ces régions-là, il était tout à fait possible, et c'était possible, ça a été démontré avant le confinement, de circonscrire le danger, si je puis dire. Mais ça ne fait rien. On a quand même bouclé tout le monde chez soi. Et j'ai eu le bonheur, moi, d'être survolé par des hélicoptères quand j'allais me promener dans la montagne, avec une ambiance un peu à l'Apocalypse Now, c'est-à-dire des zones totalement vierges, mais qui étaient surveillées par la police, ce qui est une sorte de non-sens. Donc on avait toute comment dirais-je, ce paradoxe de la mise en musique de tout ça. Et ce qui est plus intéressant, bon, ça c'est, j'allais dire, anecdotique, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que derrière tout ça, se révèle plus profondément la structure, justement, en termes de vulnérabilité, dans tous ces États, la structure des sociétés. Par exemple, aux États-Unis, ils ont certainement la meilleure médecine du monde. Les prix Nobel de médecine sont tous là-bas, les découvertes de pointe sont tous là-bas, etc. Mais qu'est-ce que ça a révélé, cette affaire? C'est que au quotidien, pour l'homme de la rue, pour la personne qui est là, c'est la pire médecine du monde. C'est-à-dire que c'est une médecine prodigieusement inégalitaire qui laisse sur le côté un nombre considérable de gens. On le savait. On savait que les gens ne se font pas soigner les dents là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens. On savait qu'il y a beaucoup de gens qui échappent à toute couverture sociale. Mais là, ça en a fait la preuve de façon éclatante. Autrement dit, cette affaire de confinement a révélé de manière comme un acide comme ça des pans entiers non même pas de vulnérabilité, mais d'abandon, c'est-à-dire des populations qui se sont retrouvées livrées elles-mêmes. Et comme l'a dit Madame Ramos, les mesures qui ont été prises par les gouvernements pour soutenir l'économie ou pour soutenir telle et telle catégorie n'ont évidemment pas touché du tout ces gens-là, puisque ce sont souvent des gens qui soit se sont retrouvés au chômage, soit dépendent d'économies informelles et qui échappent évidemment à toute mesure de nature, enfin toute mesure de soutien, etc. Donc il y a vraiment une sorte de carte d'archipel extraordinairement contrastée, avec des zones dures où des choses ont été faites plutôt bien, ça a été souligné pour l'Allemagne parce qu'il y avait les moyens, etc. Des zones où on a réussi à maintenir une certaine forme quand même de cohérence sociale, enfin, avec des mesures étatiques qui pouvaient coûter très cher, mais qui quand même ont permis, en particulier en France, à certaines catégories de population de ne pas se retrouver au chômage. Et puis quand même, une marée dans le monde, hein, de gens qui sont totalement en dehors de tout ça, c'est-à-dire qui prennent de plein fouet les conséquences, pas tellement de l'épidémie, parce que finalement très peu seront malades, mais de l'effondrement des structures économiques, des structures sociales. Et alors là, évidemment, il n'y a plus que l'action philanthropique, si je puis dire, qui peut les prendre pour cible et qui peut se porter au secours de ces populations-là. Monsieur Ruffin, c'est extrêmement intéressant de vous écouter dans la mesure où on a également connu vos écrits et un certain nombre de vos livres qui peut-être aujourd'hui devraient être lus sur la projection d'un monde sous cloche. J'aimerais bien que vous me donniez aussi votre éclairage sur le rôle de la culture dans tout ça. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la culture est à la traîne du déconfinement? Pourquoi est-ce qu'on on n'entend pas tellement en fait le monde de la culture aujourd'hui dans cette construction du monde d'après? Parce que c'est si vous voulez, je ne peux pas parler au nom de la culture en général, c'est pas. Mais ce que j'en connais, disons, est construit autour de deux types d'intervenants. Il y a des gens des grands artistes, tous les cinéastes, etc., qui finalement n'ont pas besoin tellement de ces aides publiques, donc ils attendent juste de pouvoir retravailler, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a effectivement tout un tas toute une catégorie de gens, notamment les intermittents, etc., qui sont complètement dépendants
de ces aides publiques. Bon, donc, dans les deux cas, pour certains, j'allais dire, c'est un peu chacun pour soi. Et pour les autres, c'est une dépendance quand même qui n'est pas propice je veux dire, à une expression collective. Donc voilà, mais le monde de la culture, je crois il a souffert de façon incroyablement forte parce que précisément il n'est pas considéré comme prioritaire, enfin pas partout. Il y a des pays où, même en Italie, ils ont laissé les librairies ouvertes. Bon, ils ont considéré que c'était au moins aussi important que les boucheries, ou je ne sais pas. Mais bon, nous, on a pensé que les boucheries étaient plus importantes, donc on a fermé tout, les théâtres, etc. Et moi, on ne m'ôtera pas de l'idée aujourd'hui que, si vous voulez, il faut d'abord que ça redémarre pour que les gens puissent survivre, tout simplement. Hein. Et que là, les mesures sanitaires, si vous voulez, ne sont même plus des mesures sanitaires, c'est la voiture balai des mesures sanitaires, où on continue de pinailler. Si vous voulez, il y a eu un déchaînement bureaucratique extraordinaire. Donc, ça, on n'a jamais pas parlé pour le confinement, mais enfin, on a pu voir ça. Ça a été la porte ouverte à tous les petits chefs qui nous ont fait des règlements invraisemblables. Moi, je fais de l'alpinisme et on nous a quand même sorti une directive qui faisait 150 pages. Ils avaient la devoir sur le sport, pour le déconfinement dans le sport. C'était à mourir de rire. C'était des gens qui n'avaient jamais mis les pieds ni dans un bateau, ni au bout d'une corde, ni rien du tout, et qui nous ont fait des directives absurdes. Par exemple, on pouvait grimper une longueur, mais pas plus. Enfin, ça a été totalement absurde. Et donc, là, la culture, voilà, je pense que ça sera les derniers. Les cinémas, les théâtres, voilà, alors, les librairies ont rouvert, tant mieux, mais pas toutes d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les aéroports, etc. Donc, si vous voulez, la culture, il y a les producteurs, si je puis dire, de culture, il y a les créateurs, mais il y a toute la chaîne culturelle. Et la chaîne culturelle, les vendeurs de tous ces produits, les salles de spectacle, etc., ils ont été considérés comme absolument inutiles. Et donc, ils sont KO debout, hein. Ils sont sinistrés. Voilà. Merci beaucoup pour ces exemples et bien sûr qu'on est tous accrochés à la même corde ici où chacun avec une petite et courte vision de ce qui nous arrivera la semaine d'après en termes de directives. Il est vrai que ça a été probablement pour le secteur la période qui a soulevé le plus de questionnements et d'incertitudes, simplement parce qu'on est soudain plus autonome et plus libre. C'est un phénomène presque inédit pour des citoyens dans des démocraties comme les nôtres en Europe et en Occident, du jour au lendemain ne pas avoir finalement le choix de nos mouvements et de ce que nous pouvons faire de nos journées. Justin, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Un mot juste, parce que Tocqueville avait bien vu ça dans La démocratie en Amérique, à la fin du livre. Il explique comment le système démocratique peut devenir, à ses yeux, ça lui faisait très peur, beaucoup plus totalitaire d'une certaine façon que tous les régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'au nom du bien et en étant avec la bonne conscience de la majorité, on peut aller très très loin dans les interdits. C'est ce qu'on vient de vivre là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour nous faire du bien, on nous a quand même bouclé pendant 2 mois, quoi. Et j'allais dire, enfin, Jean-Paul Sartre disait s'était rendu compte de ce qu'était l'État le jour où des gendarmes avaient sonné chez lui pour le mobiliser pour aller à la guerre. Ben, moi, je me suis rendu compte de ce qu'était l'État. Ça faisait déjà un moment que je le savais, mais quand un gendarme m'a demandé mon papier pour aller me promener, si vous voulez, je n'ai pas de chien, alors qu'est-ce que vous voulez, il fallait avoir un papier. Mais c'est quand même extraordinaire et je pense que là, on a vécu un tournant véritablement qui a montré un autre aspect. Je ne suis pas contre les démocraties, on ne va pas me faire dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu considéré que trop longtemps, que ces démocraties étaient à l'abri de toute dérive autoritaire et que là, on s'est rendu compte qu'on est sur la corde raide à tout moment. Voilà encore un sujet sur lequel je pense que nous aurons des questions. Je passe la parole à notre dernier panéliste de façon à faire vraiment ce tour de table au démarrage. Justin Vaïs, est-ce que pour vous, ces propos évoquent des réflexions? Oui, peut-être pour commencer, trois petits mots sur le confinement. Moi, je suis d'accord avec Jean-Christophe Rufin. C'est un système très cru, très grossier, très médiéval en un sens. En même temps, je suis d'accord qu'on n'avait pas le choix de ne pas le faire. Je pense qu'il a en effet eu des coups
très important. Il a augmenté la fragilité, il a bouleversé les chaînes d'échange et de production en ayant des effets potentiellement sur l'alimentation, en tout cas sur, par exemple, les vaccinations. Il y a beaucoup d'autres maladies qui vont frapper beaucoup plus durement cette année et les années suivantes parce que les choses se sont arrêtées, qu'on a donné la priorité au Covid-19. Mais quand même, trois petits points quand même pour là-dessus. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait le confinement? On a fait le confinement pour le système hospitalier. On l'a pas fait pour protéger les vieux au détriment des jeunes. On l'a pas fait pour pour la santé contre l'économie. On l'a fait parce que le système hospitalier n'aurait pas supporté une charge plus importante. Et d'ailleurs, il a bien supporté la charge. Et la comparaison France-Allemagne, je crois, et quelqu'un l'a remarqué dans les commentaires, n'est pas très probante de ce point de vue-là. Ça, c'est en effet le deuxième point que je veux faire, c'est-à-dire que la comparaison, je pense qu'il faut regarder tous ces taux à la fois de mortalité et disons de prévalence du virus, de contamination, avec ce que j'appellerais un déflateur, c'est-à-dire que tout n'était pas fonction de la politique gouvernementale ou des politiques gouvernementales. Le virus a frappé différemment différents pays. On sait bien qu'en France, ce qui s'est passé autour de Toulouse et autour de Creil ont diffusé formidablement l'épidémie, bien plus que ce que l'Allemagne a eu à souffrir. Donc, c'est pas entièrement, bien sûr que ça a joué, les moyens qu'on y a mis, les décisions qu'on a prises, etc. Mais ça n'explique qu'une partie de tout ça. Puis le troisième point, c'est que, moi, je suis quand même très content qu'on ait fait le confinement et qu'on l'ait fait à temps. Parce que si on prend deux autres exemples, la Grande-Bretagne et la Suède, la Grande-Bretagne l'a fait trop tard et a des taux extraordinairement élevés, bien plus qu'en France. Et la Suède ne l'a pas vraiment fait, ou disons l'a fait de façon volontaire. Et je suis désolé, mais la Suède nous a largement maintenant dépassé en termes de mortalité par million d'habitants à cause du Covid-19. Donc, quelque part, on n'a pas eu complètement tort de le faire, même si ça a eu comme disent les économistes, des externalités négatives, c'est-à-dire on pourrait dire des victimes collatérales en un sens qui ont été terribles et en particulier sur les fragilités. Moi, je voudrais élargir un tout petit peu le propos sur ce qu'a révélé le Covid-19 sur la politique internationale et qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce que les fonds et fondations peuvent y faire. Ce qu'a révélé le Covid-19, c'est le dilemme de l'action collective, comme on dirait. C'est-à-dire que il y a 193 pays, mais il y a une seule santé. Il y a un seul climat, il y a une seule biodiversité, il y a un seul Internet. Tous ces biens communs-là, le problème, c'est qu'on est obligé de s'entendre pour les gérer en commun. Il y a un seul espace extra-atmosphérique. Si on veut, par exemple, continuer à envoyer des satellites dans l'espace, on n'a pas le choix. Il faut s'entendre parce que certaines orbites sont maintenant beaucoup trop remplies avec des risques qu'il y ait des collisions et qu'on ne puisse plus servir de l'espace qui soutient une partie essentielle de la vie sur Terre maintenant, de la vie économique sur Terre. Donc, il n'y a pas de problème qu'on puisse régler simplement en étant la France ou même simplement en étant la Chine ou en étant les États-Unis. Mais évidemment, on est à un moment de recul et de destruction, en fait, notamment avec le Covid-19, mais même dans les 10 années qui ont précédé, de déconstruction, de destruction politique de cette gouvernance globale, on peut l'appeler comme ça, de cette coordination internationale. Pourquoi ? À cause des tensions entre grandes puissances, entre Chine et États-Unis notamment, à cause du côté des pays qui traditionnellement soutenaient ces efforts collectifs pour entretenir les biens communs et le multilatéralisme, la montée des leaders populistes qui justement refusent ça, qui refusent l'accord de Paris sur le climat, qui refusent le pacte de Marrakech sur les migrations, qui refusent les disciplines collectives qui permettent justement d'entretenir tout ça. Et le résultat de tout ça, c'est plus de fragilité. C'est-à-dire ceux qui bénéficient de la gouvernance globale, ce sont les plus faibles. C'est-à-dire c'est moins de gouvernance globale, c'est un monde plus dur pour les plus faibles et c'est plus de fragilité. Donc, ce qu'on essaye de faire avec le Forum de Paris sur la paix, c'est d'avoir un moment, si vous voulez, il y a un moment chaque année sur l'économie. C'est Davos, c'est en janvier, ça existe depuis longtemps et on parle de macroéconomie entre patrons et politiques. Il y a plusieurs moments sur la sécurité. Il y a par exemple la conférence de Munich sur la sécurité chaque année. Voilà. Il n'y avait pas de moment qui était consacré à l'action collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'occupe de tous ces biens communs, des océans, des pôles, de l'espace, du cyberespace, de la santé, etc. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec le Forum de Paris sur la paix, avec 3 caractéristiques. D'abord, le fait de rassembler tous les acteurs. C'est-à-dire, on avait 60 chefs d'État en 2018, on avait une trentaine, 2018 c'était l'année de lancement, on avait une trentaine
l'an dernier. On en aura probablement une cinquantaine cette année, puisque c'est un moment post-Covid en quelque sorte, les chefs d'État. Mais encore une fois, ça n'est pas tout. Il y a aussi toute l'épaisseur de la société internationale. Bien sûr, les organisations internationales, l'OCDE est évidemment un partenaire proche, mais aussi les entreprises, les fondations, dont beaucoup sont présentes, enfin, beaucoup de fondations étrangères sont très présentes au forum, pas beaucoup de fondations françaises. Heureusement, Myrène, tu es venue l'an dernier sur un travail qu'on faisait sur les questions d'égalité homme-femme, qui est un des sujets du forum. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plusieurs et qu'on ait les différentes catégories d'acteurs. Il faut ensuite qu'on travaille sur des projets concrets qui peuvent être des projets assez locaux à partir du moment où ils proposent une solution globale. Et puis enfin, dernière caractéristique, c'est un forum nord-sud, parce que si on doit repenser la façon dont la planète est organisée, évidemment, on ne va pas le faire comme en 1945, où on avait une situation très particulière. Et donc, au sein du board, au sein du conseil exécutif du Forum de Paris sur la paix, qui est une simple association loi 1901, on a 5 organisations du Nord et 5 organisations du Sud. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, justement, moi, je crois qu'il faut faire un peu confiance à cette société civile internationale, à commencer par la société civile française, parce qu'en effet, il y a un réservoir extraordinaire de solutions à ces problèmes-là, sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé. Et donc, on offre cette plateforme, qui est une sorte de plateforme de mise en contact, avec un appel à projet qui se termine dans une semaine, le 24 juin, qui allait de mars à juin, et on présente une centaine de projets. Alors cette année, ça sera en partie en ligne, en partie physique, mais enfin, en gros, ça vise à répondre à ce dilemme-là, en effet, on est 193 pays, mais on a disons des problèmes en commun, et qu'on a de moins en moins de ressources et de moyens pour gérer ces problèmes en commun. Je termine par un exemple, ou peut-être 2 ou 3 exemples très concrets. Le CICR, par exemple, a utilisé la plateforme qui est le Forum de Paris sur la paix pour lancer leur plateforme Missing Persons sur les personnes disparues et un système pour lier entre elles ou entre eux les différents, fichiers de personnes disparues, notamment de part et d'autre de la Méditerranée. Un autre exemple, le OSF, la Fondation OSF a soutenu un grand projet sur l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Model Drug Law, qui en fait consiste à faire évoluer les législations sur les narcotiques, sur la politique de la drogue, en essayant de travailler dans chaque pays pour qu'il y ait une sorte d'unité régionale pour faire baisser les effets négatifs et ceux qui accentuent justement les fragilités de la guerre contre la drogue, et pour avoir un ensemble de bonnes pratiques. On sait que la guerre contre la drogue, c'est généralement plus, disons, malheureusement, de trafic et plus encore une fois, d'effets négatifs et de victimes collatérales. Dernier exemple, la Fondation Avida a soutenu une série de bonnes pratiques au Brésil sur les villes soutenables et sur la façon dont les maires pouvaient avoir une sorte de répertoire pour avoir des villes justement un ensemble de bonnes pratiques pour avoir des villes plus durables, plus soutenables. Voilà, c'est ce genre de projet qu'on présente, et donc on a à la fois disons le côté sommet avec des chefs d'État, avec le secrétaire général des Nations Unies qui vient chaque année, avec le secrétaire général de l'OCDE et la Sherpa G20, mais on a aussi des associations qui viennent de partout. Et pour répondre à une question qui a été posée dans le fil de discussion, oui, je crois que le fait de regarder les fragilités chez nous ne doit pas empêcher d'avoir bien conscience que il y a des fragilités ailleurs, et qu'on est une seule planète et que donc ces fragilités nous atteignent. Le Covid-19 l'a démontré. Tant qu'on n'aura pas développé un vaccin qui sera disponible partout dans le monde, on n'aura pas véritablement réglé le problème, parce qu'on aura des retours et des résurgences. Et donc, c'est cette idée-là que les fonds et fondations peuvent aider, non seulement ici chez nous, mais aussi doivent avoir une partie, je dirais, de leur cerveau branchée sur l'international, non pas pour faire le bien ailleurs, mais aussi d'une façon, disons, éclairée, en ayant bien conscience de l'interdépendance très forte qui existe avec les autres pays, les pays en développement, mais aussi d'autres pays développés. Voilà.
Merci infiniment, Justin. Et je pense que ce premier tour de table a permis de donner déjà un panel de sujets sous-jacents à la question des fragilités relativement vaste. Je voudrais relancer Isabelle Tissier en tout premier, puisque vous avez lancé une consultation citoyenne qui s'intitulait Inventer le monde d'après. Elle s'est achevée en mai. Est-ce que quand on écoute la base, quand on écoute les citoyens, on reçoit finalement un autre feedback que celui que nous, peut-être, dans nos institutions, pouvons écouter. Je suis très curieuse de comment trouver des passerelles plus immédiates entre les voix des différents types d'interlocuteurs. Isabelle, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce sujet? Oui, nous on a lancé cette plateforme avec la Croix-Rouge justement pour pas se retrouver avec, j'allais dire que les amis du WWF, donc que des gens qui ont une certaine vision de ce qu'est l'environnement et les rapports de l'homme avec l'environnement. Et on s'est dit qu'avec la Croix-Rouge, avec le groupe SOS qui s'occupe d'économie sociale et solidaire, on allait élargir considérablement. On a eu 175 000 personnes qui sont venues sur cette plateforme, qui ont proposé des tas et des tas de solutions, puisqu'on en avait près de 20 000. Et là-dessus, on a évidemment fait des regroupements et on a regardé puisque les gens pouvaient voter en quelque sorte pour une proposition ou une autre, qu'est-ce qui rassemblait 80% des gens. Et qu'est-ce qu'on voit ressortir? Donc ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pas un sondage, c'est pas, on n'a pas été chercher toutes les catégories sociales, etc. Donc c'est sur la base évidemment du volontariat. Donc c'est les gens qui ont envie de répondre. Qu'est-ce qu'on voit finalement? Des réponses, j'allais dire qu'on pouvait quand même pas mal attendre. On voit des propositions sur tout ce qui est les circuits courts, hein, et la relocalisation, parce qu'évidemment les gens ont quand même perçu qu'il y avait eu des problèmes, voilà, que d'abord que ce virus était arrivé de l'autre bout de la planète et que quand on parle de fragilité, pour le coup là, elle était quand même exceptionnelle, quoi. C'est peut-être parce que 3 personnes ont été à la chasse aux pangolins dans une ville chinoise que personne connaissait, puis on s'est retrouvé à un moment donné avec ce type de pandémie, même si on avait les prémices et qu'on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais voilà. Donc ça c'est un sujet. Il y a tout un sujet qui est intéressant et qui à mon avis va forcément déboucher autour de tout ce qui est l'alimentation et la santé alimentation et l'agriculture liée à ça. C'est-à-dire qu'au fond tout un besoin des gens de se reconnecter d'une certaine manière à leur alimentation, de savoir ce qu'ils mangent, avec la confiance que ce qu'ils mangent c'est ce qui les fait, donc c'est une partie de leur santé. Et puis le désir d'avoir là aussi une alimentation moins industrielle, donc avec moins de produits en tout genre qu'on contrôle pas toujours, plus locale, et donc là aussi d'avoir un peu plus de prise sur cette alimentation. On a vu aussi évidemment beaucoup de choses autour de la santé. Bon, je reviendrai pas trop là-dessus, mais quand même globalement le déficit, on n'a pas été capable de faire face. C'était dit tout à l'heure par Jean-Christophe, alors qu'on se pensait un pays largement à l'abri de ça. Donc et puis le dernier grand sujet, et ça a été aussi beaucoup évoqué, c'est la question des inégalités qui ont franchement, cette crise a été un révélateur assez terrifiant d'ailleurs, hein, des inégalités. On en a parlé pour les femmes, mais on pourrait en parler aussi pour les SDF, pour les personnes qui étaient dans les maisons de retraite et qui étaient aussi complètement coupées du monde. Voilà, en fait, toutes les catégories déjà vulnérables de la population, c'est elles qui ont payé, j'allais dire, en premier le plus lourd, et qui vont continuer d'ailleurs avec les questions de chômage à payer le plus et le plus lourd. Donc c'est un peu tout ça, et au fond, moi j'y vois aussi quelque chose d'assez intéressant et qui regroupe peut-être un peu le travail des fondations, c'est qu'aujourd'hui on a petit à petit on voit émerger, on a un besoin d'alliance sur les sujets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé en silo depuis 20 ou 30 ans, on a des actions comme ça extrêmement coordonnées, mais chacun dans son domaine. On a les organisations environnementales, les organisations de santé, les organisations de droits de l'homme,
les organisations qui font du développement. Et jusqu'à maintenant, chacun était dans son silo et dans son orbite. Or, on voit bien aujourd'hui que on peut pas faire un avenir éventuellement meilleur pour les êtres humains si on ne croise pas ces problématiques. On peut pas faire de développement si on peut pas faire d'environnement. On peut pas faire d'environnement si on fait pas de droits de l'homme. Toutes ces questions-là sont en train de se recroiser et je pense que c'est ça qui va être certainement intéressant aussi à développer. Nous, on le voit au niveau du WWF. Partout où on intervient maintenant, un peu partout dans le monde, il est absolument inenvisageable aujourd'hui de faire uniquement de la défense de l'environnement si on n'est pas au plus près des populations locales, si on répond pas aussi aux problématiques des populations locales, si on n'est pas intégré dans le développement des populations locales. Parce que sinon, ça ne marche pas, tout simplement, quoi. Donc je trouve que ce besoin, au fond, que les citoyens nous ont vraiment souligné et qu'on ressentait déjà dans les organisations, je pense, je vous laisserai aussi la parole en tant qu'organisation, mais c'est que voilà, aujourd'hui, on a besoin d'alliances collectives et on a besoin de travailler, de se rapprocher pour pouvoir continuer à avancer, en fait. Et cette notion, effectivement, de silo, elle est très très importante. Moi, elle m'évoque un point essentiel aussi qui remontait dans les propos de Gabriela Ramos, qui est de dire on va au devant de réponses qui en fait doivent être fondées dans la complexité. Et comment parvenir à y voir clair dans cette complexité? Est-ce que vous voyez, Gabriela, peut-être vous pouvez nous dire, émerger davantage de travail au niveau territorial, local, versus peut-être cette gouvernance globale qui est un peu discréditée aujourd'hui? Quels sont les mécanismes de cette résilience à l'avenir que vous avez identifiés? Non, mais en première, laisse-moi dire, je pense que j'ai vraiment touché un nerf très, très fin de Justin et de l'audience sur le sujet de la France et l'Allemagne. C'est une mauvaise comparaison, je sais, entre les Européennes. Parce que la vérité, c'est que je voudrais dire, c'est que même dans la réponse européenne qui a été vraiment un des plus fortes, et moi je suis mexicaine, je puisse dire que l'Amérique latine, les pays en développement, l'Afrique, on dit que l'Afrique n'a pas de cas, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, on n'a pas les systèmes d'information. On les registre comme une grippe atypique, c'est fait. Et jamais on a un protocole de santé type ce qu'on a en Europe. Et donc, je pense que cette réflexion internationale doit vraiment prendre en compte ce que la France ou l'Allemagne ou les autres pays puissent apprendre entre eux, non? De quelles sont les réponses qui ont été bien faites et qui a été les faiblesses qu'on a à reconnaître même dans les systèmes de santé les plus avancés. Parce que ça, c'est la vérité. Bien sûr, en France, on a la couverture de santé totale. Je veux dire, si on pense à la résilience, si on pense à la complexité de le monde, il faut avoir cette assurance de dire le système de santé dans tous les pays du monde a une couverture globale, universelle. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas même dans les pays avancés. Dans les pays en développement, bien sûr, on peut faire l'explication parce qu'on n'a pas vraiment le moyen et on doit avancer dans le développement économique pour avoir ce type d'investissement. Mais je crois que la leçon la plus importante, c'est qu'il faut construire les institutions et les instruments pour protéger les populations de ce type de choc et éviter que la situation de vulnérabilité initiale se rende plus difficile. Mais sur ta question, Myrène, je ne pense pas qu'il n'y a pas une opposition entre l'international, le national et les locaux. Il ne peut pas avoir ce type de conclusion. Et je sais que c'est ça qui nous amène maintenant parce que cette réalisation de la vulnérabilité dans laquelle certains secteurs de nos économies sont producteurs d'ailleurs, non? La dépendance, 20%, 25% des produits électroniques de Chine en Europe, aux États-Unis, non?
cette compréhension aussi que les chaînes de valeur globales sont vraiment très, très minces, très larges, très fragiles, et puissent nous porter pour dire, OK, il faut produire tout chez nous, il faut faire tout chez nous. C'est les gouvernements nationaux qu'il faut faire tout et aussi les gouvernements locaux. Et c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai parce que même si on ne l'aime pas, la mondialisation a développé des liens très, très, très étroits entre les pays. Et donc, il fallait vraiment réduire tous les investissements internationaux, il fallait réduire toute la mobilité internationale, il fallait réduire toute la coopération. Non, non. Il y a des sujets qui doivent être traités internationalement. Il y a des sujets que, bien sûr, c'est les devoirs des gouvernements. Il y a des sujets que je pense que les gouvernements locaux les font mieux. Au niveau global, une des conséquences importantes qui a été aussi mentionnée par Justin et par Jean-Christophe, c'est la question du numérique. La progression de l'économie numérique, la progression de la digitalisation pour le télétravail. Et on n'a pas un accord mondial pour la traiter des données. On n'a pas la définition de l'Europe, non, qui met l'accent sur la question de la privacité. Mais à niveau mondial, ce sont les plateformes digitales très concentrées, ce sont des vrais monopolies et qui gèrent toute l'information. Un premier point qui collecte toute l'information, un deuxième qui gère la submersion, qui fait la définition. Donc, pour la gouvernance du numérique, pour la gouvernance de la data, big data, il faut avoir un accord global. Il ne peut pas être national parce qu'on ne gère pas ça. Ce sont des réseaux qui nous dépassent. Et même nous, chez l'OCDE, on travaille beaucoup pour avoir un accord international pour la transparence fiscale des impôts, pour le paiement des impôts, parce que le système financier international est très, très étroit et on ne peut pas avoir les frontières bien définies. Il faut avoir la définition globale. Mais après, je suis sûre que les gouvernements nationaux, ils doivent avoir tout l'équipement, toute la force pour protéger les populations, mais aussi pour mettre l'accent sur la question des plus vulnérables. Comme j'ai dit au début, et j'ai vu une question qui a été posée, c'est pas seulement les femmes, c'est pas seulement les jeunes, c'est les enfants qui ont maintenant vraiment de problèmes à remonter la perte de la dynamisme de l'apprentissage. Il faut vraiment voir comment est-ce qu'on va remonter ça si c'est 20% de nos enfants qui n'ont pas la chance de continuer leur apprentissage, comment est-ce qu'on fait? Et ça, c'est vraiment une question qui puisse être traitée à niveau national, mais aussi, je pense que les localités, la municipalité qui ont cette sensibilité plus fine de ceux qui ont besoin de leur propre communauté, peut-être ils puissent le faire. Mais je suis dans une institution internationale qui travaille avec les pays membres, qui vient, qui apprend de leurs propres expériences, qui essaye de partager leurs connaissances. La coopération internationale, c'est une je veux dire, des outils qui nous a manqué. Hein. Parce que même dans les réunions de G20 que j'ai participé, la réunion des leaders, la réunion de G7, je n'ai pas vu qu'il y avait une action internationale. C'est tous les pays qui portaient ce qu'ils font chacun. Il n'y avait pas quelque chose pour dire. Les seuls côtés que je pense qu'il y a une inspiration et qu'il faut faire la suivi, c'est la coopération dans la question du développement de la vaccine et le développement de la recherche pour toutes les questions médicales. Il faut la garder, hein, parce qu'on a fait la même dans les périodes de SARS, dans les débuts des années 2000, et après on arrête. Non? Quand la pandémie s'arrête, on s'arrête d'avancer la coopération internationale. Maintenant, on a cet espoir que tous les pays sont mis d'accord, les institutions sont mis d'accord, la France en première, pour vraiment avancer cette définition de la R&D, la recherche et l'investissement, pour avoir des médicaments qui sont partagés pour tout le monde. Vous l'avez dit,
il ne faut pas dire, bien sûr, il y a ce pays qui a développé la vaccine et c'est pour ces nationaux, c'est pour tout le monde. Et surtout pour l'accès à les pays les moins développés. Et pour conclure, deux questions qui remontent du chat. J'en ai pris quelques-unes au fil de l'eau et vous en avez également saisi au vol. La première qui évoque un petit peu le sujet du lâcher-prise aussi, hein, du déconfinement des violences. Une personne dans la salle nous dit, dans le fond, on a l'occasion ici aussi de voir s'exprimer toutes sortes de paroles. Dans le cadre du déconfinement ou de la libération de la sortie de la politique de confinement, mais c'est surtout aussi l'opportunité, pourquoi pas, d'un changement aussi des mentalités sur qui et comment s'organise la société civile et les différents mouvements. On a vu Black Lives Matter aux États-Unis prendre une ampleur mondiale. Comment est-ce que, peut-être Jean-Christophe, vous qui avez été au contact de très nombreux pays, etc. Pouvez-vous commenter sur cette idée du déconfinement des violences, mais qui peut aussi aller avec une revendication plus forte aussi des droits? Oui, de toute façon, on ne peut que se féliciter d'avoir une société civile vivante. C'est un peu ça l'idée de tout à l'heure quand je disais les démocraties peuvent devenir totalitaires si on les laisse faire. C'est surtout si on ne les habite pas. C'est-à-dire que l'espace démocratique, il est ouvert, en effet, il permet le droit d'association, le droit de manifestation, le droit d'exprimer son opinion, même si elle est totalement opposée au pouvoir en place. Bon, tout ça, ce sont des droits. Mais ces droits, ils sont vides si effectivement ils ne sont pas remplis par quelqu'un. Donc, en effet, une société civile vivante, c'est le meilleur garant de ne pas voir effectivement une démocratie au fond se rabougrir et devenir finalement bureaucratique ou comment dirais-je, être placée sous l'empire de tel ou tel pouvoir autoritaire qui s'en servirait d'une certaine façon. Donc voilà, moi je pense que tous les chantiers qu'on a évoqués là, que ce soit dans le domaine environnemental, dans le domaine social, dans le domaine sanitaire, dans le domaine du genre, etc., ne peuvent être remplis d'une certaine façon, ne peuvent avancer que par des acteurs de la société civile. Ça, je suis persuadé, si vous voulez, que le rôle de l'État pour avoir exercé des fonctions diplomatiques dans un pays où il y avait, par exemple, au Sénégal, où il y avait beaucoup de développement, sincèrement, ce qui fait la vie, ce qui fait le tissu d'une politique de développement, c'est d'avoir des acteurs vivants, des acteurs de terrain. Et ça n'est pas... alors, il peut y avoir des agences internationales, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Ramos, on ne peut pas non plus, sous prétexte que là on revient au local, on ne peut pas non plus faire fi de toute cette vie internationale qui est très importante, bien sûr, mais tous ces projets, tout ce qu'on a évoqué, tous ces grandes ambitions qu'on a évoquées, elles ne pourront trouver un début de réalisation que par des opérateurs. Et d'ailleurs, le gros problème qu'on a dans l'humanitaire, c'est que en humanitaire, il y a de plus en plus de financeurs et de moins en moins d'opérateurs. C'est-à-dire que parce que pour des raisons de sécurité, etc., qui peut partir dans les pays en guerre aujourd'hui, compte tenu de la dangerosité, etc., etc. Donc, il y a ce paradoxe. Donc, il faut de l'argent, bien sûr, l'argent c'est important, mais il faut des gens pour mettre ça en place, et ça ne peut passer que par une société civile dans le nord comme dans le sud, hein, parce que c'est pas uniquement le docteur Schweitzer qu'on va envoyer vers le sud, c'est pas ça, hein, il faut des sociétés civiles vivantes. À ce titre-là, je me tourne maintenant pour une dernière question vers Justin Vaïs. Est-ce que vous pouvez réagir à un commentaire qui a été fait sur le chat, qui est de dire on a de plus en plus de défiance à l'égard des acteurs de la philanthropie, une forme de dénonciation de justement sa posture non démocratique, le fait que ce soit des privés qui agissent en leur nom propre ou des entreprises également. Comment on peut surmonter ce paradoxe, Justin? Oui, alors c'est une vraie question, une question qui d'ailleurs est aussi bien locale que globale.
Un exemple au niveau global, sur la santé, on a vu que le premier opérateur est de très loin la fondation Bill and Melinda Gates et la cible de tas de critiques et de théories du complot. Il y a certainement des choses à critiquer dans les options suivies et il n'y a pas de doute que c'est un opérateur qui conduit des politiques publiques avec plus de moyens que beaucoup d'États. Donc, en effet, il y a une question qui se pose et il peut y avoir des critiques, il peut y avoir aussi leur exagération, c'est-à-dire les procès d'intention et les théories du complot. Mais on voit à ce niveau global que de l'autre côté, l'acteur qui a la légitimité, c'est-à-dire l'OMS, est loin d'être parfait. Tout simplement parce qu'il est entièrement politique. On l'avait vu au moment d'Ebola, on l'a revu ici au moment du nouveau coronavirus. L'OMS, de par sa structure même, est soumis aux États qui composent l'OMS. Et donc, ces États n'aiment pas beaucoup qu'on déclare qu'il y a une épidémie chez eux. Et donc, ça a fait prendre beaucoup de retard pour Ebola. On l'a vu aussi pendant tout le mois de janvier, ça a fait prendre du retard pour le Covid-19. Et par ailleurs, l'OMS n'est pas spécialement bien dotée, elle est assez bureaucratique, etc. Donc, elle n'est pas très efficace. Et donc, on a d'un côté l'efficacité et les moyens, de l'autre, la légitimité et en effet, disons, le côté plus politique. Et donc, toute la question, pour donner cette légitimité à cette fondation-là particulière, c'est en effet de les faire travailler ensemble et que les décisions soient prises en commun pour que la fondation et ou par exemple le Wellcome Trust ou d'autres fondations pour qu'ils puissent avoir une partie de cette légitimité démocratique qui vient des États. Et par ailleurs, apporter leur efficacité et leurs moyens aux organisations internationales qui sont souvent un peu, disons, pataudes et insuffisamment ductiles. C'est vrai aussi au niveau local. C'est-à-dire que on sait bien, c'est un grand débat qu'il y a eu aux États-Unis, mais comme il y en a tous les 10 ou 20 ans en fait aux États-Unis, c'est-à-dire on sait bien que vu sous un certain angle, la philanthropie, et c'est vrai particulièrement aux États-Unis compte tenu des mesures fiscales qui la favorisent, c'est de l'argent qui est soustrait aux impôts. Et donc, c'est une question d'allocation, c'est-à-dire à qui revient-il d'allouer les richesses produites? Est-ce que c'est la captation par l'impôt et l'État qui décide, ou alors est-ce qu'en effet les personnes comme Gates ou comme n'importe quel homme d'affaires qui a réussi peut en garder une partie et décider de l'allouer à telle cause, à tel hôpital, à tel orchestre ou à telle cause charitable? Et donc, je pense que la réponse à ce problème-là de légitimité, elle vient essentiellement alors d'abord de la transparence, ça c'est aucun doute. Et au forum, on avait en 2018 poussé on avait soutenu un projet, une initiative qui visait à la codification et à la standardisation. C'est-à-dire que les grandes organisations philanthropiques, dont on sait qu'elles ont un certain nombre de contrôles et de standards internes, est un seul standard qui permettent au reste de la population d'avoir confiance dans leur action et de savoir que les fonds sont bien gérés, qu'ils sont gérés de façon collective et que ça n'est pas le caprice d'un seul, en quelque sorte. Et puis d'autre part, sur les mouvements de fonds qu'ils sont conformes à tous les règlements internationaux. Donc je pense qu'il y a ce travail-là de la philanthropie sur, disons, transparence et gouvernance et bonne gouvernance de la philanthropie. Et ensuite, l'autre réponse probablement, c'est la coordination. C'est-à-dire que plus on se coordonne et plus on travaille la main dans la main avec des instances élues, c'est-à-dire qui, elles, ont la légitimité politique et des gouvernements, avec tout le problème de travailler dans certains pays qui ne sont pas démocratiques, dont on peut questionner la légitimité à agir, mais il n'empêche, c'est chez eux. Et donc, on est souvent obligé, c'est un dilemme bien connu, de travailler jusqu'à un certain point avec les autorités en place. Ce travail main dans la main permet de récupérer une part de légitimité. Voilà comment je vois, disons, les deux réponses à cette question. Eh bien, nous arrivons justement au terme de ces échanges. Je crois que, comme moi, vous avez recueilli de l'inspiration, des idées nouvelles et des perspectives nouvelles sur ces questions que nous vous proposions avec Benoît, avec Anne, avec Jean-Marc du CFF et toute l'équipe. Nous avions vraiment le souhait de susciter du débat, mais aussi de creuser un tout petit peu plus loin le sillon de la collaboration
Et grâce à toutes ces interventions, je crois que nous pourrons le faire. Il y aura certainement des retours thématiques à ces échanges. Je vais passer la parole très rapidement à Benoît, mais au préalable, je voudrais à nouveau remercier mes 4 panélistes. C'est une grande joie, un grand honneur pour moi d'avoir pu modérer cette session. Et vraiment, merci d'avoir pu partager ainsi vos réflexions avec nos fondations. Immédiatement, nous pouvons conclure avec Benoît Miribet, président du CFF. Merci Myrène pour cette animation, comme toujours, très efficace. Merci aux intervenants. Je pense que vous avez vraiment joué le jeu spontanément d'imaginer l'après de ce que nous venons de vivre avec la dimension philanthropique, tous les enjeux sociétaux. Je ne vais pas faire la synthèse parce que tout ça a été enregistré. Je vais vous remercier de votre intervention et vous dire un mot aussi de ce qui va suivre demain avec en particulier 4 ateliers qui seront aussi sur le webinaire. Alors, une première table ronde sur l'atelier éducation de 9h30 à 10h30. Elle sera avec 3 intervenants. Valérie Daher, la directrice de la fondation Break Poverty, Bruno Galli, directeur régional d'Apprentis d'Auteuil pour la région Sud-Est, et Laure Kermen-Cuir, déléguée générale de la fondation ADP. Et cette table ronde sur l'éducation reviendra notamment sur un programme qui s'est monté pendant la durée du Covid-19 pour des enfants, des jeunes qui étaient en difficulté par rapport à l'éducation. Tout un programme qui vous sera exposé, et cette table ronde sera modérée par Jérôme Salté, qui est le cofondateur de Playback et qui est un expert auprès du certificat d'éducation. Le deuxième moment sera sur l'action internationale, un atelier qui suivra de 11h à 12h en 1 heure. Dans ce cadre-là, c'est Claire Boulanger de la Fondation de France qui interviendra, avec Jean-Marie Destré, qui est le directeur de la Fondation Caritas, Alexandre Giraud, qui est le DG de l'ONG Solidarité Internationale, et Élodie Montagne-Mouly, qui est secrétaire générale de la Fondation Pierre Fabre, tout ça animé par Francis Géron, président d'honneur du Centre français, et puis qui est aussi ancien directeur de la Fondation de France. Alors, l'après-midi, une table ronde sur l'environnement, le climat, la biodiversité, de 14h30 à 15h30, pendant 1 heure, avec Guillaume de Citre, du Fonds de Citre, président fondateur, Philippe Mayol, de la Fondation Terre Solidaire, Myrène Bengoua, que vous venez d'avoir en live, de la Fondation Chanel, et puis cette table ronde sera animée par Marie-Stéphane Maradex, très engagée sur ces questions-là, et qui est la déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Et nous terminerons par un 4e atelier sur les fragilités humaines, territoire et fragilité humaine, un nouveau cercle qui a été mis en place au Centre français des fondations. Cette dernière session sera animée par Jean-François Morin du Fonds Le Rocher, avec Isabelle Fieux, la directrice du Fonds de dotation L'entreprise des possibles, ici à Lyon, Pascal Andrieux, qui est le DG de la Fondation Malakoff Humanis Handicap, et à nouveau Jean-Marie Destré de la Fondation Caritas. Voilà, donc soyez nombreux demain. Au nom de tous les membres du Centre français qui vous ont écouté, un grand merci à nos intervenants. Et puis, rendez-vous demain. Et puis, si vous voulez revivre la table ronde de ce matin, et puis celle aussi de cet après-midi, était évidemment très intéressante, qui se complète avec celle de ce matin, eh bien, allez-y, sur le site du Centre français, vous pouvez retrouver tout ça. Voilà, donc maintenant, vous pouvez vous déconnecter, et puis à très bientôt pour peut-être les prochaines sessions demain. Merci. Au revoir.